cette opportunité qui m'est faite d'échanger ce matin sur le pacte des solidarités. Ce n'était pas un fait exprès, mais aujourd'hui, on est le 17 octobre. C'est la journée du refus de la misère, la journée mondiale du refus de la misère, ce qui est une bonne journée pour analyser ce pacte des solidarités qui, nous l'aurions espéré, aurait dû être un rendez-vous pour que notre pays se donne les moyens d'éradiquer la misère. On verra qu'on n'y est pas tout à fait. Voilà, alors simplement pour rejoindre la précaution faite par Christophe, le point de vue que je vais vous partager là, c'est le point de vue du Secours catholique, donc ne porte pas nécessairement sur l'entièreté du pacte des solidarités. Je dirais que beaucoup d'autres membres du pacte ont aussi un point de vue tout à fait pertinent sur le pacte, donc c'est aussi une invitation au dialogue que cette présentation. Deuxième chose, on s'est fondé pour notre analyse au Secours catholique, d'abord sur ce qui nous a été présenté le 18 septembre dernier par le gouvernement, par Elisabeth Borne. Et on doit bien dire que la présentation qui nous a été faite, c'est beaucoup de principes, d'intentions qui ne sont pas toujours chiffrés, où on ne sait pas toujours les modalités de mise en œuvre, ou les budgets qui seront alignés en face. Et cette phase d'analyse plus précise des mesures, des dispositifs, elle est encore devant nous largement. Alors notamment avec le projet de loi de finances, mais aussi d'autres mesures. Voilà, donc c'est un autre élément de réserve. Alors, ce que je vais vous présenter ce matin, c'est en gros, d'abord, c'est quoi que ce pacte des solidarités, et puis les quelques éléments d'analyse que nous en tirons du côté du Secours catholique. Alors, le pacte des solidarités, Christophe l'a dit, c'est le nouveau nom de la stratégie pauvreté. Vous vous souvenez en 2017, quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, il n'y avait pas réellement de programme de lutte contre la pauvreté. Et donc, à l'invitation des associations, il y a eu tout un travail d'élaboration d'une stratégie qui a été dévoilée le 13 septembre 2018. Voilà, avec un discours qui était quand même assez porteur d'espoir à l'époque du point de vue des associations. Ce discours du 13 septembre 2018 reprenait pas mal de nos éléments d'analyse, de discours sur la pauvreté et l'impératif qu'il y a à ce que notre pays, qui en a les moyens, en finisse avec la grande pauvreté. Mais voilà, la suite a été quand même une suite de beaucoup de déceptions, un certain nombre d'annonces qui n'ont pas été au bout, et puis finalement des budgets qui restent extrêmement limités par rapport à l'ampleur du sujet. Donc on attendait beaucoup de ce pacte des solidarités. Euh, donc c'est un pacte qui était attendu à la fois parce que la pauvreté est encore à 14% si on en croit les indicateurs purement quantitatifs de la pauvreté, mais on voit bien qu'il y a un approfondissement de la pauvreté dans notre pays que ne dit pas forcément ce chiffre. C'était un pacte attendu aussi parce que on nous a quand même fait pas mal lambiner sur le lancement de ce pacte. Voilà, ça fait un an que le gouvernement Elisabeth Borne a annoncé que ce pacte serait lancé. On nous avait annoncé qu'il serait lancé fin janvier ou début février. Ça a été une consultation quand même assez express des associations auxquelles on s'est plié. Et puis, pour des raisons sans doute à la fois d'arbitrage au sein de ce pacte, mais aussi de fenêtres médiatiques ou politiques avec l'épisode des retraites, etc. On a couru de report en report jusqu'à cette annonce quand même un peu en catimini le 18 septembre, ce qui tend quand même à montrer que le gouvernement ne cherchait pas à en faire un élément clé de sa communication. Impact attendu, donc à la fois suite à ces reports, impact attendu aussi dans le contexte. Je pense que tout le monde a été marqué par les quelques chiffres qui ont égrené la rentrée, hein, les chiffres à la fois du baromètre annuel de la FAS et de l'UNICEF sur le nombre de familles, d'enfants à la rue, 2300 enfants à la rue fin août. C'est une hausse très spectaculaire par rapport à l'année précédente.
On a été marqués tous collectivement aussi par l'appel à l'aide des Restos du Cœur qui ont dit, nous, en fait, on a un tel afflux de personnes qu'on ne va pas pouvoir honorer toutes les demandes qui nous sont faites. Et puis, bah, voilà, nous, au Secours catholique, on a ce rapport annuel état de la pauvreté qui nous permet de faire une photographie d'année en année de la pauvreté à partir des personnes que l'on rencontre. On a notre propre appareil statistique. Et les mesures que l'on fait nous donnent à voir un approfondissement, une aggravation de la pauvreté. Le chiffre marquant de notre rapport de l'an passé, c'était ce reste à vivre pour la médiane des personnes que l'on rencontre, qui est de 5 euros par jour et par personne. 5 euros par jour et par personne, une fois qu'on a payé le loyer, l'électricité, etc. Et avec ça, il vous faut à la fois vous nourrir, vous déplacer, payer vos loisirs, votre ameublement, vos produits d'hygiène, alors qu'on estime qu'il faut à minima 7 euros par jour et par personne uniquement pour se nourrir. Donc on voit bien nous, on rencontre au quotidien des personnes qui déjà font face à des choix absolument impossibles dans leur vie quotidienne. Et avec le choc de l'inflation, inflation de 25-30% sur l'énergie et sur l'alimentation au cours des 18 derniers mois, depuis début 2022, on s'attendait quand même à ce que ce pacte, qui était annoncé le 18 septembre, là, marque une forme de sursaut. Donc, c'est dire l'ampleur de la déception de ne pas avoir ce sursaut au bout du compte. Et dernier élément peut-être de contexte, c'est que la France, comme l'ensemble des Nations Unies, se sont engagées à éliminer la grande pauvreté à l'horizon 2030. C'est l'objectif de développement durable numéro 1. Donc 2030, en fait, c'est pour nous le quinquennat pour agir, en fait. Voilà, tout ça crée un contexte d'attente. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce pacte des solidarités? Je ne vous fais pas l'ensemble du PowerPoint gouvernemental, mais s'il y a un slide à connaître, c'est celui-ci. Il y a 4 orientations qui ont été affirmées, donc c'est autour de ces 4 axes que s'organisent les annonces. Le premier, la prévention de la pauvreté, la lutte contre les inégalités dès l'enfance, donc avec un gros axe autour de la petite enfance et le lancement du service public de la petite enfance. Un axe qui est un des axes structurants du quinquennat autour de l'amplification de la politique d'accès à l'emploi pour tous. Un axe ensuite autour de la lutte contre la grande exclusion, avec la lutte contre le non-recours en particulier, et puis un axe autour de la conciliation, autour de transition écologique solidaire qui nous intéresse particulièrement au pacte. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser ce pacte? Bon, c'est pas une coquille vide, ce pacte. Il y a un certain nombre de mesures qui sont bienvenues. Alors, beaucoup de mesures étaient en réalité déjà connues. La priorité qui est donnée à la lutte contre le non-recours, par exemple, c'est quelque chose que l'on voit d'un bon œil parce qu'on en mesure l'impact dans la vie des personnes qu'on rencontre au quotidien, en fait, ce non-accès aux prestations sociales. Alors, le gouvernement, pour lutter contre le non-recours, il a essentiellement 3 cordes à son arc. Il y a la solidarité à la source, qui est la grande réforme du quinquennat, donc il va prendre son temps, et le pacte a déjà eu l'occasion de s'exprimer sur à la fois son intérêt pour cette réforme, mais aussi les précautions et les réserves qu'on peut formuler. Le deuxième axe pour lutter contre le non-recours, c'est la multiplication des espaces France Service, chose que l'on regarde aussi plutôt d'un bon œil, à une condition, c'est que ces espaces France Service soient bien dotés en personnel et en personnel qualifié. Et puis le troisième axe de cette lutte contre le non-recours pour le gouvernement, ce sont les territoires zéro non-recours. Et là, on a 39 territoires qui se sont maintenant lancés. Je sais que sur pas mal de terrains en France, j'étais dans le Rhône récemment, les associations du pacte se mobilisent et parfois se mobilisent ensemble pour faire de ces territoires zéro non-recours une réussite. Donc ça, c'est un premier élément de satisfaction. Deuxième élément, c'est des mesures sur les revenus. Alors, je n'ai pas mentionné ici, mais il y a un relèvement des bourses pour les étudiants.
Le relèvement de l'allocation de soutien familial, ça c'est quelque chose d'important alors qu'il était annoncé depuis un an, mais c'est quand même plus 50% pour ce qui constitue une forme de substitut à la pension alimentaire pour les mères isolées quand le père est défaillant. Donc on passe de 120 en gros à 180 euros par enfant et par mois. Et puis ce sont les 600 euros par an et en plus pour les petites retraites. Voilà. Un renforcement du soutien aux cantines scolaires, qui nous semble là aussi bienvenu, avec à la fois le soutien à la tarification sociale dans les communes rurales, aussi dans les REP et REP+, le prolongement des cantines à 1 euro, et puis une bonification pour les cantines qui respectent les engagements de la loi Egalim, donc qui vise à accroître la quantité de la proportion de produits bio et locaux dans l'alimentation de nos enfants. Le service public de la petite enfance, là aussi c'est quelque chose qu'on accueille positivement. Le fait que sur la question de l'isolation des logements, les moyens sont accrus. Alors c'est à la fois une question de moyens, c'est-à-dire que dorénavant, un ménage modeste devrait pouvoir accéder à un financement jusqu'à 90% du montant des travaux, dans la limite de 70 000 euros, mais on voit qu'on a quand même une vraie amélioration. Et puis, c'est aussi une amélioration du service d'accompagnement, puisqu'il y a une dimension sociale dans l'accompagnement des ménages modestes dans ces démarches de rénovation qui est désormais incluse. Voilà. Avec peut-être un petit bémol, c'est que les premières analyses qu'on a pu faire du projet de loi de finances montrent que les chiffres ne sont pas tout à fait là où on les attendait. Et puis enfin, alors tout ça, c'était des mesures qui étaient quand même largement connues. Les mesures qui sont nouvelles, ou en tout cas des annonces du 18 septembre, ce sont essentiellement le renoncement à la fermeture de 6 000 places d'hébergement. On sait que tout le secteur de l'hébergement était extrêmement inquiet de ces fermetures, justement parce que les chiffres des familles à la rue ne cessent d'augmenter. Et puis, c'est la pérennisation de ce fonds Manger mieux, fonds qui était doté de 60 millions d'euros et auquel le gouvernement, alors non seulement va le prolonger, mais l'augmenter d'une enveloppe de 80 millions d'euros qui s'étale, elle, sur 4 ans. Voilà. Donc, on a, de ce point de vue-là, des mesures qui sont, je dirais, de l'ordre du soulagement, mais sans pour autant nous rassurer complètement, parce que les places d'hébergement, par exemple, en fait, on ne sait pas si ça va suffire à retarder ou faire renoncer l'Île-de-France, par exemple, où la DRIL avait donné un objectif de fermeture de 3 700 places. Donc les opérateurs se sont lancés dans cette dynamique-là. On n'a aucune garantie en fait que ces places ne soient pas fermées quand même. Et puis 6 000 places, en fait, on reste quand même à un parc d'hébergement qui est de l'ordre de 200 000, là où on estime que la population des personnes à la rue atteint 20 000 personnes. Donc on a encore 20 000 personnes qui risquent de se retrouver sans réponse en appelant le 115. Alors, donc, un pacte à quelques mesures bienvenues, mais fondamentalement, au-delà des précisions qu'on attend mesure par mesure, il y a quand même 3 axes qui sont des vraies faiblesses assez fondamentales ou des points de désaccord. Qui tend à répondre par des dispositifs d'urgence à Alors, je vois que la connexion Internet est instable, j'espère que ça fonctionne quand même. Bon, je poursuis. On a une politique publique qui, contre la pauvreté, tend souvent à répondre par des dispositifs d'urgence à des enjeux structurels. Par exemple, à l'international, ça fait bien longtemps qu'en matière de lutte contre la précarité alimentaire, on a arrêté la distribution de denrées.
En France, quand Coluche a créé les Restos du Cœur dans les années 80, ça devait être une réponse ponctuelle. Il y a eu 8 millions de repas qui ont été distribués la première année. On en est à plus de 140 millions de repas par an aujourd'hui. Et donc, on voit bien qu'on a un pays qui s'habitue à ce que ces réponses qui devaient être des réponses ponctuelles et à l'urgence s'installent en fait dans le paysage de façon structurelle, comme s'il était normal qu'en France, il y ait des millions de personnes qui, pour se nourrir, doivent avoir recours à des colis alimentaires, à des distributions alimentaires. Ça, pour nous, c'est une vraie impasse. C'est vrai aussi dans le domaine de l'hébergement, c'est-à-dire qu'on en a besoin de ce parc d'hébergement dans le court et le moyen terme. Mais les nuitées hôtelières, par exemple, on sait le coût qu'elles représentent pour la collectivité, alors qu'il serait beaucoup plus intelligent d'investir dans le logement d'abord et d'investir de façon beaucoup massive dans le logement, secteur qui est aujourd'hui quand même l'objet d'un désengagement très fort de la part des finances publiques. Alors, deuxième grande faiblesse, ou peut-être point de désaccord, je dirais, avec l'orientation gouvernementale, c'est cette idée que la seule et l'unique réponse à la pauvreté dans notre pays passerait par l'accès à l'emploi. Alors, à la fois, c'est pas vrai, c'est-à-dire que accéder à un emploi ne fait pas sortir de la pauvreté à tous les coups. On sait la précarité d'un certain nombre de travailleurs dans ce pays, le temps partiel subi, la multiplication des contrats à horaires émiettés ou des voilà donc tout ce chômage au sens large, c'est-à-dire des conditions de travail qui ne sont pas celles souhaitées, en fait ne permet pas de sortir de la pauvreté. Deuxième élément, c'est pas toujours possible en fait pour un individu d'accéder à l'emploi, alors que ce soit parce que la vie a trop abîmé les personnes et en fait il faut retrouver de l'estime de soi, il faut retrouver les capacités, la confiance en soi pour pouvoir occuper un emploi, il faut retrouver la santé. Euh, c'est aussi le cas des personnes qui, en fait, sont dites inactives, mais en réalité passent un quasi temps plein à s'occuper de leurs proches en situation de handicap, leurs proches, leurs enfants, leurs aînés. Euh, et, et ça, c'est l'objet d'une publication récente qui a fait aussi l'objet d'un webinaire du Pacte du pouvoir de vivre sur le boulot de dingue qui est accompli par les personnes en précarité, bien souvent, qui est invisibilisé. Et ben ça, c'est un vrai empêchement pour pouvoir occuper un emploi. Et puis, cette quête de l'emploi à tout prix par le gouvernement, elle se traduit par de la contrainte qui nous semble absolument contre-productive. On a le projet de loi plein emploi qui vient d'être adopté là, à l'Assemblée. Ces 15 heures d'activité qui sont imposées aux allocataires du RSA, ça nous semble une absurdité sans nom et aussi une mesure inhumaine finalement. Euh, et on voit bien que en fait, cette obsession de tout aligner autour de l'accès à l'emploi déteint sur l'ensemble des politiques sociales. C'est-à-dire que dans le service public de la petite enfance, c'est pas dit comme ça, mais c'est quand même une crainte qu'on peut avoir sur le terrain. S'il n'y a pas assez de place en crèche, est-ce que on ne donnera pas la priorité aux personnes qui veulent accéder à un emploi au détriment de toutes les autres personnes qui peuvent aussi en avoir besoin? En matière de mobilité solidaire, là pour le coup c'est explicite dans la politique gouvernementale et dans le pacte des solidarités, tout est fléché pour lever ce qu'on appelle un frein à l'emploi, alors que l'accès à la mobilité, on en a besoin aussi pour accéder aux soins, pour accéder aux services publics, pour la vie sociale, tout simplement, pour la lutte contre l'isolement. Donc on voit bien qu'on a un prisme là, de l'action gouvernementale qui nous pose vraiment problème. Et puis, dernier élément de ce pacte qui en dit quand même la faiblesse dans l'ensemble de l'action gouvernementale, c'est qu'on a un peu le sentiment que le gouvernement a mis ensemble un certain nombre de mesures qui étaient pensées isolément, avec une certaine dimension sociale pour en faire un joli paquet, pacte des solidarités. Mais tout ça ne répond pas à une espèce de grande ambition où la lutte contre la pauvreté serait un axe structurant de l'action gouvernementale. J'en veux pour preuve
un certain nombre de contradictions en fait dans l'action gouvernementale. Euh, Prenons l'emploi qui est quand même l'axe central. Si l'emploi et l'accès de tous à l'emploi est véritablement l'ambition du gouvernement, on comprend mal pourquoi dans ce projet de loi de finances, le territoire zéro chômeur de longue durée fait l'objet d'un gel du budget qui interdit toute forme d'extension à de nouveaux territoires, toute forme de nouvelle embauche, et aussi une diminution en fait, de la subvention par territoire zéro chômeur de longue durée. Donc là, on a une première contradiction qui est assez flagrante. Seconde contradiction, le pacte prétend lutter contre les mécanismes de basculement dans la grande précarité, et notamment contre les expulsions locatives. Or, que vient de faire la loi Kasbarian-Berger, qui a été promulguée la fin juillet? C'est précisément d'accélérer les expulsions locatives et de condamner à l'errance les personnes qui trouvaient refuge dans ce qu'on appelle des squats, des lieux de vie informels, parce qu'ils n'avaient pas de solution d'hébergement. Troisième point de contradiction, en fait, lutter contre le non-recours, on est tous en faveur, mais en réalité, le projet de loi plein emploi, avec la pression, les sanctions contre les allocataires, on sait déjà que ça va renforcer le non-recours. Et dernier élément, le pacte, il passe absolument sous silence, le mot n'est jamais prononcé, la situation des personnes étrangères, alors que toutes les associations de solidarité savent que c'est l'une des catégories de population les plus durement frappées par la pauvreté, notamment quand leur situation administrative les empêche de travailler. Et en fait, cette absence de prise en compte de la situation des personnes étrangères, c'est aussi un frein à la possibilité du parc d'hébergement de répondre à toutes les demandes, parce qu'on sait bien que la régularisation de la situation d'un certain nombre de ces personnes serait une possibilité de fluidifier les parcours résidentiels et de désengorger ce parc d'hébergement. Voilà, donc je crois que j'ai déjà dépassé mon temps imparti. Donc place aux questions. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Jean. Donc vous avez la possibilité de poser des questions si vous le souhaitez dans le petit onglet qui est en bas, questions-réponses si vous en avez. Euh, Moi, je peux déjà en avoir une s'il n'y en a pas, le temps que ça se mette en place. T'es passé peut-être un peu, enfin, dans les points positifs en fait, que tu as soulevés, il y a la question des territoires zéro non-recours. Je ne suis pas sûr que ce soit clair en fait sur ce que sont ces territoires zéro non-recours, en fait, de quoi il s'agit concrètement. Donc les territoires zéro non-recours. Dans le dispositif gouvernemental, en fait, la réforme de la solidarité à la source doit permettre, à partir du croisement des bases de données administratives, d'avoir une identification de toutes les personnes qui, quand on regarde les ressources qu'on connaît d'elles, auraient droit à des prestations sociales, mais n'y ont pas recours. Et donc, le gouvernement espère, avec ce croisement des bases ressources, pouvoir identifier les personnes qui sont non recourants et faire des démarches proactives, en fait, pour que ces personnes aient accès à leurs prestations sociales. Donc ça, c'est pour, je dirais, la majorité des personnes, le dispositif gouvernemental. Et par ailleurs, il y a un certain nombre de publics, de personnes dont on connaît mal, en fait, les bases ressources et des personnes où le pari du gouvernement est que c'est une approche uniquement territoriale, en mettant autour de la table l'ensemble des acteurs sociaux qui sont en contact avec ces personnes, qui permettra à la fois d'identifier les non-recourants et puis de les amener à justement avoir accès à leurs droits. Alors, c'est une proposition, ces territoires zéro non-recours, que nous, au Secours catholique, on pousse depuis 2018. Donc, c'était un slogan, disons, dans le plan pauvreté numéro 1. Et ça a été inscrit dans la loi en 2012 comme une expérimentation. La loi prévoyait que l'expérimentation pourrait toucher une dizaine de territoires.
Et en fait, avec le pacte des solidarités, le gouvernement a décidé d'ouvrir l'expérimentation à 39 territoires. Il y avait à peu près le double de territoires qui avaient candidaté. Alors, en quoi ça consiste? En fait, ce sont des territoires qui sont de tailles différentes. On a des communes, des agglomérations, on a des métropoles, on a des départements aussi qui se sont lancés. C'est toujours une collectivité, en fait, qui est quand même le cœur du dispositif. Une collectivité qui peut par ailleurs s'adosser aux acteurs du territoire et notamment aux acteurs associatifs. Ce qui fait que le pacte du pouvoir de vivre est, dans certains lieux, vraiment en partenariat avec la collectivité pour tenter d'identifier les personnes non recourantes sur le territoire et puis de les accompagner vers l'accès à leurs droits. Alors, c'est une dotation financière qui est assez modeste de la part du gouvernement pour chaque territoire, qui devrait permettre de financer un, deux ou trois ETP dans le meilleur des cas. Mais en soi, un peu comme dans Territoire zéro chômeur de longue durée, ce qui est important là-dedans, c'est la dynamique des acteurs sur un territoire qui permet d'être efficace. Nous, en tout cas, je dirais que du point de vue du Secours catholique, mais aussi plus largement du pacte, on a quand même tout intérêt à faire de cette expérimentation un succès, parce que, disons, en fonction des fruits de cette expérimentation, et donc il y aura une évaluation au bout d'un an et demi, une première évaluation, et puis une évaluation au bout de 3 ans, eh bien, il y aura un essaimage en fait, des bonnes pratiques à l'ensemble des territoires dans le meilleur des scénarios. Une question est posée sur la question de l'évaluation du dispositif, dont visiblement le gouvernement, je ne sais pas, j'ai pas forcément entendu ça, mais je ne sais pas justement, est-ce que y a, comment, une réticence qui aurait été exprimée par le gouvernement, ou en tout cas sous-entendue sur une évaluation du dispositif. Et d'ailleurs, je ne sais plus si tu l'as dit, mais il y a eu une évaluation du plan 1, c'est-à-dire de la stratégie. C'est-à-dire, nous, on a eu un regard plutôt critique, en l'occurrence, de cette première partie. Le gouvernement, lui, on a présenté quel type d'évaluation? Est-ce qu'il y a des indicateurs? Est-ce que... Alors, sur l'évaluation de la stratégie pauvreté, oui, il y a eu un comité d'évaluation avec notamment Louis Schweitzer qui était à la tête de ce comité qui ont rendu en réalité un bilan quand même très mitigé de ce plan. Et notamment, alors j'ai sans doute pas assez insisté dessus, mais en fait, le gouvernement fait une forme de refus d'obstacle ou de refus idéologique de toute revalorisation des minima sociaux. Or, on sait bien qu'il y a un décrochage des minima sociaux maintenant de longue date, hein, la création du RMI. Le RMI représentait 50% du SMIC. Aujourd'hui, le RSA, c'est 40% du SMIC. Donc, on voit bien que les personnes qui vivent au RSA, donc c'est pour une personne seule environ 600 euros, elles sont en gros 25% en deçà du seuil d'extrême pauvreté. Donc on a un revenu qui ne permet même pas de vivre juste au seuil d'extrême pauvreté, quoi. Voilà. Et donc ça, je dirais que l'évaluation a bien montré quand même que sans y mettre des moyens budgétaires conséquents, en fait, on se payait de mots avec la stratégie pauvreté. Par ailleurs, on se souvient quand même que cette stratégie pauvreté numéro 1 voulait mettre en place un revenu universel d'activité. On attendait notamment une extension du revenu minimum aux 18-25 ans. Hein, la France est quand même un des rares pays européens qui a décidé d'un revenu minimum dont les 18-25 ans soient exclus. C'est-à-dire que tous les autres pays qui ont ce type de dispositif, ils adoptent la majorité légale, en fait. Alors que nous, on a comme si on avait une espèce de bizutage social pour les jeunes qui rentrent dans la vie active. Donc ça, c'est un élément aussi, disons, d'échec, ou en tout cas de non-aboutissement de la stratégie numéro 1, puisque ce revenu universel d'activité, finalement, le gouvernement l'a provisoirement enterré. Et puis, on se souvient aussi des annonces et des ambitions en matière de lutte contre le mal logement, hein, les premières annonces
d'Emmanuel Macron de ne voir personne à la rue et en fait des coupes sèches quand même dans tout le secteur de l'accès au logement et notamment au logement social, bah, qui se traduisent en fait par des grandes difficultés qu'on connaît aujourd'hui, qui touchent les plus pauvres, mais aussi les classes moyennes. Et donc sur l'évaluation aujourd'hui de ce nouveau pacte, aujourd'hui, c'est pas complètement ficelé. On nous annonce une espèce de conférence permanente des solidarités, mais le dispositif est encore en construction. Voilà. Par ailleurs, il y a quand même un comité d'évaluation là pour l'expérimentation territoire zéro non-recours qui, lui, est en place autour de la Direction générale de la cohésion sociale. Merci. Il y a une question, remarque en tout cas, qui est faite sur les jeunes adultes. Alors, d'ailleurs, je ne sais pas si dans le pacte des solidarités, il y a aussi un volet plus territorial de la question, puisque il y a, euh, et notamment on l'a eu au moment des émeutes, une lecture socio-territoriale. Il y en a une qui est sortie d'ailleurs la semaine dernière par Marco Berti sur cette lecture-là, c'est-à-dire qui relie la ségrégation scolaire, les difficultés du coup pour des jeunes adultes qui se retrouvent sans rien, sans diplôme, etc. En plus sur des territoires dans lesquels ils sont discriminés, qui sont en plus des publics qui sont discriminés, etc. Enfin, une addition de tout cela. Est-ce que tu as dit en fait qu'il n'y avait pas eu de prise en compte de la question de l'immigration dans le pacte des solidarités? Est-ce qu'il y a des prises en compte publiques ou territoriales dans ce pacte des solidarités? Hormis les territoires zéro non-recours qui sont là du coup fléchés. Oui, l'axe 1 en particulier est très orienté sur la petite enfance, donc ça c'est assez clair, mais aussi des dispositifs sur les jeunes avec la prolongation du dispositif de la garantie jeune, d'une part, et ce qui était une expérience depuis l'an passé, c'est une conception particulière de cette garantie jeune pour les jeunes en rupture. Et donc ça devrait concerner 50 000 jeunes. Ça, c'est plutôt positif parce que la garantie jeune telle qu'elle était conçue jusqu'ici, en fait, était assez mal adaptée aux jeunes les plus en rupture qu'on peut rencontrer. Donc ça, clairement, on a ce type de ciblage. Et quant à l'approche territoriale, ça, c'était quand même un des points forts, disons, de la stratégie pauvreté numéro un et qui est prolongée. Il y a une forme de contractualisation avec les acteurs territoriaux. Et notamment, il y a un nouvel acteur qui est quand même apparu avec la stratégie de pauvreté numéro un. Ce sont ces commissaires régionaux à la lutte contre la pauvreté, aux commissaires aux solidarités. Donc ça, c'est des acteurs qui demeurent. Et on est précisément en ce moment, donc suite aux annonces du 18 septembre, dans une période jusqu'à la fin de l'année 2023, là, d'adaptation en fait de ce pacte au territoire, parce qu'il y a pas mal de mesures en fait qui sont annoncées, dont la mise en œuvre dépend complètement des acteurs territoriaux, que ce soit sur la restauration collective ou la mobilité solidaire en fait, ou l'accès à la petite enfance. Ce sont ce sont les opérateurs des collectivités qui seront en première ligne. Donc on est dans cette phase-là. Mais il n'y avait rien de spécifique par contre sur la partie lutte contre les discriminations, puisque c'est ça que je lis en creux en fait aussi, c'est-à-dire du fait d'être en situation précaire, ça nous met en situation, et tu le disais sur la partie emploi, ça ne nous met pas toujours en situation de trouver un emploi stable, etc. Il n'y a pas eu plus que Sur la ça. lutte contre les discriminations, il y a pas de dispositif particulier. C'est même, à vrai dire, un peu une déception parce que ça nous a été un peu annoncé comme un cinquième axe du pacte des solidarités à un moment donné, cette lutte contre alors, la discrimination et la stigmatisation aussi, avec l'idée de la nécessité d'un changement de discours et de pratique, que ce soit dans les services sociaux localement, dans les CAF, les CEPAM, etc., au Pôle emploi. Et en fait, cette dimension-là a fait l'objet de groupes de travail. Moi, j'y ai participé, pas mal d'acteurs du CNLE y ont participé au printemps.
Et en fait, cette dynamique a un peu disparu des annonces qui nous sont faites là en septembre. Ok, merci. Je regarde vite, il nous reste quelques minutes. Derrière, du coup, on vient d'y répondre. On vient d'y répondre. Euh, Ce que je pourrais résumer sur en fait l'écart qu'il peut y avoir entre les annonces et ce qui est vécu par notamment les bénévoles, les salariés du Secours catholique, mais d'autres organisations qui sont membres du pacte, et d'ailleurs pas toutes membres du pacte en fait. Cet écart-là, comment on s'en fait le porte-voix en fait euh, est-ce que c'est comment? Est-ce qu'il y a vraiment une écoute au moment des comités, tu disais, sur, alors, je ne sais pas exactement quelle forme ça prend en termes de gouvernance sur les territoires, du suivi de la mise en œuvre, de la mise en œuvre de ce pacte des solidarités, mais est-ce qu'il y a une fenêtre autre que celle du plaidoyer classique qui, comme ça a été le cas pendant le Covid, en fait, si on prend un exemple où ça s'est plutôt bien passé à ce moment-là, d'écart entre ce qui est annoncé et la réalité derrière de ce qui est vécu, et notamment là, l'exemple qui est donné sur la question de l'hébergement, sur le maintien, et en fait, non, dans la vraie vie, les personnes ne sont pas nécessairement maintenues et parfois jetées à la rue avant l'hiver. Euh, Bon, en fait, l'appareil d'État et des collectivités, c'est pas un bloc, hein. Euh, donc, au sein des administrations, je veux dire, les commissaires régionaux de la lutte contre la pauvreté sont en général très réceptifs à ce qu'on peut leur faire remonter, et sont des bons porte-voix aussi de nos préoccupations. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur eux. Voilà, on a dans l'appareil d'État aussi la délégation interministérielle à la lutte contre la pauvreté. Enfin, on a un certain nombre d'acteurs qui, je pense, comprennent bien les enjeux qu'on leur amène. Ensuite, ils ne sont pas seuls à prendre les décisions. Et clairement, en parlant d'écart, moi, ce que ça m'inspire, je pense que pour pas mal de personnes en situation de décider, que ce soit le président de la République ou le ministre des Finances ou les hauts fonctionnaires en fait, qui président aux choix budgétaires, pour eux, en fait, 5 euros de plus ou de moins dans les APL ou 100 euros de plus ou de moins du RSA, ils ne mesurent pas ce que ça fait dans la vie des gens. C'est-à-dire que vivre avec 600 euros par mois, c'est une expérience que jamais ils n'ont eue. Et donc, je pense que le rôle peut-être de nos acteurs, de nos associations, est de permettre de se, bah, à la fois de faciliter les rencontres avec des personnes concernées par la grande pauvreté, et peut-être, alors, le côté vie ma vie de personnes à la rue, je pense qu'on n'y arrivera jamais vraiment, mais quand même que nos plus hauts responsables, et puis les parlementaires, etc., ils aient l'occasion de se rencontrer réellement, pas uniquement à l'occasion d'un échange d'une demi-heure ou une heure avec des éléments convenus, mais de ressentir ce que c'est que la vie d'une personne en grande pauvreté. Je pense qu'on ne s'en sortira pas sans ce type de prise de conscience d'un certain nombre de personnes qui sont en capacité d'influer la décision, quoi. Bien, belle conclusion du coup. Donc je propose qu'on s'arrête dessus. On est 9h30 dans 3 minutes. Juste pour vous dire que vous pouvez retrouver en replay sur le site du Pacte ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous souhaitez le support de présentation, je pense qu'il n'y a pas de souci. Oui, c'est bon. On n'en avait pas parlé avant, mais du coup, je pense qu'il peut vous être envoyé si vous le souhaitez. Il suffit de nous le demander, de même si vous avez des questions. Et je vous souhaite une très bonne journée et vous dis à bientôt. Au revoir et merci À beaucoup à Jean bientôt. pour cette présentation. Merci Christophe.